Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, nous continuons à faire le bilan de 2015. Aujourd'hui, le sujet c'est l'économie de la Chine. Apparemment, 2015 est très compliqué sur l'économie de la Chine, qui donne beaucoup de signaux contradictoires. À la fois, la Chine reste toujours locomotive de la croissance mondiale, mais en même temps, la Chine connaît des difficultés aussi. La vitesse de ce locomotive ralentit. Et surtout, sa monnaie commence à baisser. Quels sont les significatifs de ces informations contradictoires? C'est ce que je vais demander à mes deux invités. Nous avons ramassé à peu près 10 questions pour mieux comprendre l'état de l'économie chinoise. Avant de commencer la discussion avec mes deux invités, comme d'habitude, je vous invite à regarder un reportage. L'année 2015 aura été une année de contraste économique pour la Chine. Si la presse internationale a beaucoup parlé du ralentissement de l'activité économique ou encore de la chute de la bourse de Shanghai à la fin du mois d'août, l'économie chinoise a également enregistré plusieurs succès historiques. Le FMI a ainsi donné son accord à l'intégration du yuan chinois dans son panier de devises de référence, un feu vert qui consacre l'internationalisation de la monnaie chinoise et l'accession de Pékin parmi les toutes premières économies de la planète. Et le ralliement des pays européens à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a apporté la confirmation indéniable que la Chine était désormais une grande puissance financière mondiale. Mais la situation économique de la Chine est aussi source d'inquiétude. Face aux turbulences boursières, à la difficile réforme des entreprises d'État, à la contraction de l'activité manufacturière et au spectre d'une possible crise immobilière, le gouvernement doit colmater les faiblesses de son économie. Lors du sommet du G20 qui s'est tenu en novembre dernier en Turquie, le président chinois Xi Jinping a toutefois rappelé que la Chine contribuait à 30% de la croissance économique planétaire et continuait de créer des opportunités de développement pour le reste du monde. En pleine transition vers une économie davantage basée sur la consommation intérieure et les services, la Chine est désormais à un tournant de son histoire économique, un tournant qui aura un impact décisif sur le pays, mais également sur le reste du monde. Bon, voilà, l'économie de la Chine en 2015, avec mes deux invités. Caroline Puel, vous êtes journaliste, bonjour. Correspondant du Point à Pékin, vous êtes surtout l'auteur de 30 glorieuses de la Chine. C'est un livre qui en fait parlait de 30 ans de réformes économiques de la Chine. Bonjour et bienvenue. Merci. Et Ting Yifan, vous êtes économiste, vous avez écrit beaucoup de livres sur l'économie du monde, mais aussi, surtout sur l'économie de la Chine. Ma première question est pour vous, bien évidemment. L'économie de la Chine en 2015, celui qui frappe le monde le plus, c'est cette nouveau normal de l'économie chinoise, c'est-à-dire une croissance ralentie, une croissance moins de 7%. Alors, quelle sera la conséquence pour l'économie chinoise, pour l'économie du monde? Eh bien, en fait, cette année, le comportement économique de Chine est un peu bizarre. Il y a eu des turbulences sur la bourse de Chine, le rythme de la croissance ralentit et on accuse la Chine d'avoir causé la chute des prix à cause de la diminution de son importation pour beaucoup de choses. Le prix chute pour les matières premières, parce que la Chine n'achète plus. En fait, oui. Et il faut regarder d'un autre point de vue la croissance de la Chine. Parce que depuis la crise financière nationale, depuis 2008-2009, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à 2013, la contribution chinoise à la croissance mondiale était supérieure à 50%. Cela veut dire que plus de la croissance mondiale est devenue de la Chine, rien que d'un seul pays. Bien sûr, ça ne peut pas durer éternellement comme cela. C'est pour cela que le gouvernement chinois
a initié des mesures pour restructurer son économie. Donc ce ralentissement, est partiellement voulu et décidé par le gouvernement chinois. Donc en dépit du ralentissement de sa croissance, la croissance chinoise contribue encore aujourd'hui même à plus de 30% de la croissance mondiale. Elle compte encore plus qu'un tiers de la croissance mondiale. C'est toujours mondiale. Oui, mais c'est toujours beaucoup. C'est énorme. Quand on dit que oui, la Chine ou l'économie chinoise fait face à ce qu'on appelle un hard landing, un atterrissement dur, c'est un peu à discuter parce que... Un peu exagéré. Parce que même si, en dépit du ralentissement de sa croissance, le rythme de la croissance est du moins le double de celui des États-Unis, alors qu'on dit que l'économie américaine est en croissance robuste. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Comment on pourrait juger les deux choses de cette manière? Donc c'est difficile à dire. Effectivement, la Chine rencontre des difficultés de restructuration. Bien sûr, il faut éliminer ce qu'on appelle des capacités de production qui sont considérées comme excessives. Donc tout cela entraîne un ralentissement de la croissance, évidemment. Donc, mais globalement parlant, la Chine a réussi à créer plus de 10 millions d'emplois cette année. Donc, ce qui répond un peu aux objectifs que le gouvernement s'est fixés. 10 millions d'emplois de plus. C'est ça. En 2015. Bon, ça fait rêver. Hein, oui, évidemment, surtout chez nous. Mais c'est vrai que pour poursuivre sur cette discussion, en fait, il y avait d'abord des signes avant-coureurs. Depuis 2013, on voyait déjà différents postes qui nous laissaient penser que le ralentissement s'amorçait. Par exemple, pour nous qui travaillons dans la presse, sur la publicité dans les journaux, qui avait beaucoup fortement diminué. Oui, ça c'est sûr. Où on le voyait sur les transports de marchandises, les exportations, etc. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une demande, notamment venant des pays occidentaux, pour qu'il y ait un petit peu un ralentissement, notamment au niveau des exportations chinoises, qui venaient aussi beaucoup concurrencer. Bon. Et en plus, il était certain que le rythme énorme qui a été observé donc pendant 30 ans, mais particulièrement pendant les 15 dernières années, ne pouvait pas se poursuivre éternellement. Non, ça c'est même 30 ans glorieux. Voilà. Et même quand on se réfère en fait au discours officiel, à partir de 2008, lors du discours annuel du Premier ministre chinois, donc tous les ans au mois de mars devant l'Assemblée, il y a eu déjà des premières annonces selon lesquelles la croissance allait progressivement ralentir, etc. Donc il y avait quand même une maîtrise. Ceci étant dit, effectivement, les choses se sont accélérées rapidement cette année. Tout n'est pas d'ailleurs forcément négatif, notamment dans la chute des prix des matières premières, qui évidemment pose un vrai problème aux pays producteurs, mais qui est une bonne chose pour tous les pays importateurs, dont la Chine d'ailleurs. Voilà. Donc tout n'est pas forcément négatif. Il y a eu un deuxième effet avec la chute de la bourse cet été, qui est un élément nouveau. Pas totalement non plus, puisqu'il y avait eu déjà dans le passé, à la fin des années 90, et là, voilà, il y a eu une turbulence boursière vraiment très fort. Voilà, qui là a attiré finalement les regards du monde entier sur, je dirais, la qualité de l'économie chinoise. Jusqu'à présent, la Chine était la locomotive, effectivement, qui tractait l'économie mondiale, et ça a arrangé tout le monde, puisqu'on avait bien besoin d'un moteur pour sortir de cette fameuse crise. Et tout à coup, tout le monde se met à s'interroger sur cette qualité de cette croissance qui a été évidemment très rapide, et donc trop rapide, et avec des problèmes. Et aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle période qui est celle que les autorités chinoises appellent la nouvelle normalité,
mais qui est en principe une période qui doit aussi permettre de passer à une qualité supplémentaire. On a vu malheureusement il y a 2 jours à Shenzhen avec cet effondrement dramatique, voilà, que la qualité n'était pas toujours là, que les mesures de sécurité n'avaient pas forcément été observées, que les choses étaient allées trop vite. Et donc c'est malheureusement encore un exemple tout à fait tragique qui amène vraiment à une réflexion sur faut-il vraiment aller si vite? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de rentrer dans cette nouvelle période? Et je pense qu'on en est à ce point aujourd'hui. Ce choc chute de bourse de Shanghai, par exemple, en comparaison avec la crise de Grèce, lequel qui influence plus l'économie européenne? Alors, directement sur l'économie européenne, c'est quand même la crise grecque. Hein, c'est évident puisque c'est plus proche de nous. Alors il y a eu je dirais, un choc le 21 août, lorsqu'il y a eu ce fameux lundi noir chinois, qui correspond donc au jour de la chute la plus importante de la bourse de Shanghai, puisqu'il y a eu là cette fois-ci vraiment un effet domino sur toutes les bourses mondiales, et ce qui montrait aussi à quel point aujourd'hui il y a une imbrication des économies et à quel point aussi la monnaie chinoise et la bourse chinoise est rentrée dans le circuit international. Mais ça reste, je dirais, quelque chose. Les Occidentaux sont plus habitués que les Chinois au krach boursier, si je puis dire, parce qu'on a quand même un historique plus long, presque d'un siècle dans ce domaine. Voilà. Et donc, ça a été aussi, je dirais, analysé comme un réajustement après une période de surchauffe incroyable de la bourse chinoise. Oui, justement, la monnaie, Caroline a parlé de la monnaie chinoise pour cette année. Et c'est assez aussi contradictoire. À la fois, il est devenu l'une des 5 monnaies de réserve internationale. Il est entré dans le panier international. Mais en même temps, il dévalue. Il dévalue. La valeur de yuan chute. Oh, il ne faut pas parler de la chute de la valeur du yuan. Donc le yuan, la monnaie chinoise, a dévalué un petit peu contre le dollar américain. Mais si on regarde la valeur de yuan contre les autres monnaies, contre l'euro par exemple, contre le yen, etc., contre les autres monnaies il est encore un monnaie forte. Oui, il a même réévalué un petit peu. Donc le problème de la valeur d'une monnaie, c'est la comparaison. Si on la compare avec quelle monnaie? Cette année, parce que tout dernièrement, la Réserve fédérale a décidé de terminer la période de la politique monétaire très généreuse pour rentrer un peu à la nouvelle normalité, en fait. C'est-à-dire que la Réserve fédérale va essayer de ramener le taux d'intérêt à un niveau normal. Dans ce cas-là, comme la Réserve fédérale avait appliqué une politique généreuse pendant plusieurs années, déjà plus de 7 ans, donc on pense que le dollar va connaître une période de réévaluation. Et puis, le taux d'intérêt va continuellement hausser et ça va attirer beaucoup de capitaux vers le marché des capitaux américains, etc. Et donc ça pousse le dollar vers le haut. Et donc ça, en comparaison avec d'autres monnaies, l'euro a baissé plus de 20%. Donc, alors que le yuan n'a baissé que 5 ou 6%, quelque chose comme ça. Mais de toute manière, la baisse, puisqu'il était attendu dans effectivement les analyses des experts de FMI qu'on pouvait lire avant l'entrée officielle de la monnaie chinoise dans le panier des monnaies du FMI, il était attendu qu'il y aurait sur un an environ, sur l'année 2016, une baisse d'environ 20% du yuan chinois en valeur, mais qui quelque part aide bien les exportations chinoises. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une nouvelle, c'est catastrophique pour les autorités. Mais ce qui est mauvais peut-être pour l'exportation de la Chine, c'est le coût de main-d'œuvre augmente. Ça, c'est... En France, on accuse souvent la Chine, c'est la raison de la délocalisation, et maintenant, les entreprises reviennent en Europe. C'est quand même, avant tout, je dirais, une bonne nouvelle pour les ouvriers chinois.
Et sur le plan social, c'est quand même une bonne chose que les salaires augmentent. C'est vrai qu'ils sont en augmentation régulière depuis 2010 et commencent à rejoindre finalement ce qui se passe au niveau des pays de moyen développement de ce point de vue-là. Donc la Chine a perdu cet avantage comparatif, c'est évident. D'ailleurs, les premières entreprises qui ont commencé à sortir de Chine, ce sont des entreprises chinoises qui sont parties pour investir au Vietnam, en Asie, voilà, ou en Corée du Nord. Voilà, il y a beaucoup de pays où on trouve effectivement des investissements chinois. Mais ensuite, effectivement, ça a entraîné un mouvement de ce qu'on appelle de relocalisation, mais malheureusement pas vers les pays d'Europe de l'Ouest, en ce qui concerne l'Europe en tout cas. Parce que le transfert est daté déjà de plus d'une génération, presque deux. Et donc, non seulement les entreprises avaient délocalisé, mais également les fabricants de produits qui venaient avec, c'est-à-dire toutes les pièces détachées, etc., étaient également parties. Donc, la relocalisation revient dans la région, mais davantage vers les pays d'Europe, ancienne Europe de l'Est, la Pologne, la Roumanie, etc. Voilà, la Tchéquie, ou vers les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, etc. Qui sont donc à proximité, mais pas directement. Par contre, c'est vrai que, d'ailleurs, je le voyais encore ce matin dans une émission à la télévision française, mais là, ça concerne uniquement la France. Les cerveaux français restent très, très appréciés, et notamment aux États-Unis, du fait des formations. Mais là, on parle d'un autre sujet. Donc, relocalisation, oui, en effet, en partie vers là, ou vers les pays d'Asie du Sud-Est. Oui. Mais ce qui va avoir quand même, oui, qui pose à moyen terme une problématique à la Chine, qui est celle effectivement de l'emploi des jeunes, et de notamment toute cette nouvelle génération, mais qui elle-même n'était pas prête, ne souhaitait pas vivre dans les mêmes conditions que leurs parents. Je pense que ça, c'est aussi assez important de voir qu'il y a eu un changement de génération au niveau des ouvriers chinois, et que le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir leur offrir la formation suffisante et un projet qui leur permette de trouver des emplois. C'est là, je dirais que c'est plutôt là où, sur le plan strictement chinois, se trouve la vraie problématique. Actuellement, les investissements chinois directs en France n'est pas encore très important, mais le potentiel apparemment est très important. Et quelles sont les réactions des marchés français ? Alors, vous avez en fait une différence entre, je dirais, la politique des autorités françaises, qui est d'accueillir vraiment avec enthousiasme les investissements chinois. La population, non. Et ensuite, je dirais, de préparation, parce qu'on a eu exactement les mêmes réactions à l'époque par rapport aux investissements américains dans les années 50 et 60. Ensuite, par rapport aux investissements japonais dans les années 70 et 80. Ensuite, par rapport aux investissements coréens, etc. Bon, c'est une question, je dirais, de préparation des esprits. Ça commence à se faire. Moi, je suis originaire du sud de la France, de la région de Bordeaux, où vous avez eu récemment beaucoup d'investissements chinois dans le domaine des vignobles. Bon, progressivement, voilà. C'est vrai que les premières années, tout le monde était assez étonné. Aujourd'hui, voilà, il y a des clubs qui se sont créés pour intégrer justement les nouveaux propriétaires chinois. L'intégration est en train de se faire. Ce qui est important, je crois, c'est que l'investissement chinois permette de maintenir l'emploi français. Si un investissement chinois se fait là pour que effectivement toutes les équipes deviennent chinoises, ça ne se passera pas bien. Évidemment, il y aura des réactions. Et ce ne sera pas le but de l'investissement. Voilà. Je crois que si c'est alors, comme ça, il y a pu y avoir quelques dérapages dans ce sens-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris que ce système-là ne pouvait pas marcher. À partir du moment où une confiance existe, voilà, et que ça crée localement des emplois, au contraire, je pense qu'il peut y avoir des exemples, comme on l'a vu par exemple sur une entreprise comme Lenovo, qui est intéressante parce qu'elle est complètement internationale, avec 2 sièges sociaux, un en Chine, un aux États-Unis, une équipe dirigeante qui est composée de 9 personnes, toutes de nationalités différentes. Dans leur équipe française, vous avez des personnalités françaises ou allemandes ou anglaises qui sont à des postes extrêmement importants.
Voilà, vraiment- on est dans c'est un la- fonctionnement de multinationale à la chinoise. Oui. Un autre événement, peut-être du point de vue économique, c'est totalement sino-chinoise. C'est la crise qui ne vient pas, la crise immobilière. La crise immobilière, tout le monde analyse, prédit cette crise depuis très longtemps, mais il ne vient Depuis toujours au moins pas. 5 ans, depuis au moins 5 ans, oui. Oui, Mais alors en cette fait, année, pour mesurer une crise à la chinoise, c'est difficile. Parce que, est-ce que il faut attendre l'écroulement du marché pour dire qu'il y a une crise? Ou est-ce qu'une baisse sensible des prix de l'immobilier pourrait être déjà qualifiée d'une crise? Donc c'est difficile. C'est Donc difficile. si on regarde le prix de l'immobilier Il augmente dans des encore, petites de villes toute façon, en à Chine, Pékin, il etc., augmente. c'est déjà pratiquement une crise. Oui. Parce que le prix a baissé plus de 20%, quelquefois de 40% dans certaines villes de Chine. Donc c'est déjà une crise, parce que c'est un fardeau très lourd pour les systèmes financiers bancaires, par exemple. oui. C'est Il déjà... investit, il n'arrive pas à le vendre. Donc c'est déjà très important. On a remarqué ce genre de phénomène dans un nombre, il ne faut pas exagérer, mais dans un nombre pas très petit non plus, de petites et moyennes villes en Chine. Donc, Mais tout dépend des villes. Et c'est vrai que c'est un peu comme un ballon qui se dégonfle progressivement. Le fait qu'il se dégonfle progressivement évite l'éclatement. Mais c'était tout le phénomène de la bulle immobilière, effectivement, dont on parle depuis plus de 10 ans aujourd'hui en Chine. oui. Et je crois que le phénomène varie selon les villes auxquelles on s'intéresse. Grosso modo, toutes les villes qui sont quand même dans la zone côtière ou proche des grandes villes continuent de à crise. monter, n'ont pas de crise. Tandis qu'à l'intérieur, il y a des crises. Là, surtout, on avait pu avoir des phénomènes de surcapacité, de qualité de la construction et de migration intérieure qui font que les gens sont partis. Et en fait, ces villes ont moins grossi que prévu. Voilà. Ces phénomènes-là peuvent se retrouver en effet cumulés. Mais je pense qu'on ne peut pas faire un vrai parallèle avec la situation américaine, par exemple, qui avait été le point de départ de la crise financière de 2008, des subprimes, puisque vous n'avez pas eu vraiment quand même de prêts immobiliers de grande importance dans le domaine chinois. La tradition chinoise était plutôt d'économiser pour acheter, plutôt que de se référer au système bancaire. Donc de ce point de vue-là, je ne vois pas forcément un lien très fort, ou en tout cas aussi fort qu'on a eu aux États-Unis ou en Espagne. Si, en Espagne, c'est à peu près la même. On a trop construit. On a trop construit. Là, oui, mais il n'y a pas suffisamment de consommateurs. Voilà. Mais les Espagnols se référaient davantage quand même à l'emprunt bancaire que ne le font les Chinois. Bon, alors, une crise qui ne vient pas, mais en fait, le gouvernement chinois, à la fin de l'année, tout dernièrement, ils ont eu une conférence centrale de l'économie. Et à la conférence, les dirigeants chinois sont parvenus pour promouvoir un peu le processus sur l'urbanisation. Donc la tâche de priorité pour l'année prochaine serait de favoriser l'avancement de l'urbanisation. L'une des tâches principales de cette urbanisation, c'est de favoriser l'accès de la population rurale en ville. Donc ça va contribuer un peu à absorber plus ou moins le surplus de capacité dans les... On voit des petites villes où les autorités locales en fait achètent à très bas prix ou récupèrent les logements non utilisés pour les faciliter à des prix vraiment très bas. Pour aménager, par exemple, la population qui vient de la campagne, etc. Bon, on va voir cette année, l'année prochaine, 2016, comment réagir le marché immobilier. Et l'autre question, peut-être on n'a plus beaucoup de temps pour terminer toutes nos questions. L'industrialisation, vous parlez souvent, Deng Yifan, que l'industrialisation de la Chine a atteint un niveau dans lequel, comment dirais-je, l'innovation, la création, etc., commence à voir les effets. C'est-à-dire le niveau de l'industrie chinoise atteint un niveau que le monde extérieur ne connaisse pas vraiment.
Par Oui. exemple, le bus de Biadi exporte partout, le TGV chinois est le meilleur du monde, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donner des détails pour nos téléspectateurs, quels sont les points forts de l'industrie chinoise? Il y a plusieurs choses dans votre question. En fait, il y a d'abord les efforts que la Chine a fait dans le domaine de la recherche et du développement. Et de ce point de vue, il faut reconnaître que la Chine, rapidement, est devenue le deuxième pays en termes de recherche et de développement en investissement. Mais du dans la point de vue recherche. brevet, il n'est Du- pas encore... Mais si, du point de vue du brevet déposé et reconnu internationalement, etc., la Chine est deuxième pays, tout juste derrière les États-Unis. Donc la Chine a fait des progrès remarquables dans ce domaine-là. Et je pense que dans plusieurs domaines, la Chine est, disons, en anglais c'est leader du monde. C'est-à-dire est vraiment en avance sur le monde dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'éclairage, par exemple, etc., la Chine est visiblement en avance sur le monde, ce qui explique aussi, disons, la consommation un peu plus ou moins ralentie de l'électricité. La Chine a fait beaucoup de progrès dans le domaine de l'éclairage, dans le domaine Il consomme moins d'électricité, mais il est... beaucoup moins d'électricité pour plus d'usage. Et ça, visiblement, la Chine est en avance sur le monde. Dans le domaine de la télécommunication, La société Huawei est l'une des plus grandes... etc., sur à la fois la technologie et l'usage, la Chine est en avance sur le monde, sans problème. Et encore plusieurs problèmes. Dans le domaine de l'industrialisation, par exemple, l'utilisation à la production des robots. La Chine est le premier pays du monde dans la production et l'utilisation, non, c'est la Chine, de robots. Tous. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, en tant qu'observateur étranger, c'est cette capacité qu'ont les Chinois on dit souvent de copier. En réalité, ce n'est pas de copier, c'est de simplifier des produits qui ont pu être créés ailleurs. Et qui vont permettre finalement ces produits, une fois simplifiés, et donc avec un prix bien moins important, de rencontrer le marché. On a souvent vu le cas dans des produits extrêmement sophistiqués, mis au point, notamment en France, où on aime bien aller loin dans la recherche presque fondamentale et proposer des produits qui vont amener les toutes dernières technologies. Mais finalement, parfois, elles sont presque trop développées. Côté chinois, on va dire, bon, ça, c'est pas forcément utile, ça non plus, on l'enlève, etc. Donc, on arrive à un produit beaucoup plus simple. Mais qui est beaucoup moins cher surtout, et donc qui va davantage se vendre. Du point de vue économique, la Chine est plus pragmatique. Hein. Oui, mais même si on étudie un peu l'histoire de l'économie, eh bien, tous les pays ont pris plus ou moins des choses d'autres pays. Et puis innover. C'est ça, l'imitation fait partie du processus d'apprentissage. Voilà. Bon, j'espère que la Chine sortit de cette période le plus rapidement possible, et je crois que, d'après ce que vous avez dit, la Chine est en train de devenir un pays d'innovation, un pays qui commence à créer ses propres industries. Bon, merci beaucoup sur cette économie de 2015 de notre pays. Apparemment, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais de toute façon, la Chine continue, le monde aussi. Et merci pour vos réponses, merci pour vos éclairages. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. C'est la fin de l'année et je vous souhaite une très bonne année de 2016.